Bonjour, donc j'ai fait un certain nombre de tutos sur Lightroom et avant de passer au module développement, on va revenir sur une notion qui est fondamentale, qui est l'utilisation du RAW. Alors, le post-traitement fait partie intégrante du processus créatif. C'est ce qui va nous permettre de fixer la balance des blancs, l'exposition, le contraste, la saturation, éventuellement de travailler sur un virage noir et blanc. Ça va nous permettre finalement de donner à l'image son rendu final pour traduire notre intention photographique. Les possibilités techniques qui sont inhérentes au logiciel de développement comme Lightroom et qui sont possibles en utilisant les fichiers RAW sont très importantes. Ça va nous permettre de réduire le bruit, d'améliorer la netteté, de récupérer les hautes et les basses lumières. Ils sont vraiment des choses fondamentales. Donc on va passer au deuxième slide de ma présentation. Et pour mieux appréhender le RAW, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le capteur de votre appareil photo. La lumière réfléchie par le sujet ou la scène photographiée va pénétrer à l'intérieur de la chambre de l'appareil photo après avoir été focalisée par l'objectif. Elle arrive sur le capteur après avoir traversé, en plus des lentilles de l'objectif, une série de filtres. Le capteur est alors constitué de millions de cellules photosensibles nommées photocytes et qui sont chargées de réceptionner le signal lumineux. Ils sont formés d'un puits au fond duquel une photodiode réceptionne les photons. C'est l'image qui est en bas à droite du slide. Les photons sont transformés en charge électrique puis en tension. Celle-ci est donc proportionnelle au nombre de photons reçus. Après avoir subi un traitement destiné à réduire le bruit électronique, le signal analogique est numérisé par un convertisseur analogique numérique et le signal numérisé reçoit lui-même un traitement contre le bruit. Alors vous voyez bien que quand on regarde les photosites, plus la surface du photosite va être importante, plus vous allez être capable de réceptionner de photons. Et juste à côté, je vous ai mis une comparaison des tailles de capteurs d'image sur la partie gauche du slide. Vous voyez par exemple qu'entre un iPhone 5 et un appareil photo APS-C du type Nikon 7100, il y a un rapport 30 sur la taille du capteur. Ce rapport 30 va devenir, avec un boîtier plein format, comme le Canon 5D Mark II, ça va devenir 70. Donc vous imaginez bien que même si votre iPhone 5 a des millions de pixels au niveau du capteur, la taille des photosites va être bien inférieure et donc la capacité du capteur à restituer avec fidélité toute la dynamique d'une scène va être évidemment bien inférieure sur un capteur d'iPhone. Ça n'a rien à voir. Alors allons plus loin sur le capteur de l'appareil photo. On va parler maintenant de profondeur de codage. Donc comme je viens de vous l'expliquer, le signal analogique est donc converti en un signal numérique et sur les réflexes, la profondeur de codage est souvent de 12 ou 14 bits qui correspond à 4096 et 16384 niveaux de luminosité respectivement.
Donc vous voyez bien que la profondeur tonale qui en résulte pour un fichier RAW est bien supérieure à celle que vous allez avoir pour un fichier JPEG codé sur 8 bits qui aura une profondeur tonale de 256 niveaux. Donc vous comparez 12 bits pour un RAW au minimum, puisque vous avez la possibilité de sur un appareil comme le Nikon 7100 qui est un des APS-C phares de chez Nikon, vous avez la possibilité de définir par configuration si vous souhaitez travailler en 12 bits ou en 14 bits, et c'est à comparer avec les 8 bits du JPEG. Ensuite, une deuxième notion, la sensibilité en numérique est très éloignée de ce qu'elle est en argentique. D'abord parce qu'on peut changer la valeur ISO entre deux clichés sur les appareils numériques, ce qui était impossible en argentique. Cette faculté peut faire croire que le capteur possède une sensibilité variable. En fait, il n'en est rien. Le capteur a une sensibilité unique, nominale et non modifiable, qui en général se situe entre 100 et 150 ISO. Que se passe-t-il alors quand vous augmentez la valeur ISO de votre boîtier pour pouvoir photographier à une vitesse de déclenchement plus rapide, par exemple, ou avec une ouverture plus faible? Eh bien, la réponse est d'ordre électronique. L'appareil a procédé à une amplification du signal analogue à l'augmentation du volume sonore quand vous tournez le bouton de l'amplificateur de votre chaîne. Cette amplification a des conséquences évidemment sur la qualité de l'image. L'une d'elles est particulièrement sensible à l'œil, et en amplifiant le signal, vous allez aussi amplifier le bruit. Ça, c'est une des premières conséquences négatives de la montée en ISO sur les appareils numériques. Une deuxième conséquence négative est également la réduction de la dynamique de l'image. Alors effectivement, quand vous allez augmenter les ISO, vous allez réduire la dynamique de l'image. Un dernier point, ou plutôt un avant-dernier point, l'une des spécificités majeures des capteurs numériques est leur réponse tonale, qui diffère fortement de celle de la vision humaine. Le capteur enregistre un signal proportionnel au nombre de photons reçus. La réponse tonale est donc linéaire et représentée par un gamma de 1. Celle de l'œil est différente, elle possède un gamma valant approximativement 2,2, valeur classique qui est choisie pour les moniteurs et les téléviseurs, qui doivent eux aussi redresser le signal reçu pour l'adapter à la vision humaine. Cela signifie en pratique qu'au contraire de l'œil humain, et dans une moindre mesure, du film argentique, le capteur n'a pas la faculté de s'adapter aux luminosités extrêmes pour capturer plus de nuances. Cette capture linéaire a des conséquences en matière de bruit. Prenons par exemple l'exemple d'un capteur classique qui code l'information sur 12 bits, soit 4096 niveaux de luminosité. Et imaginons un découpage des tonalités par tranche de 1 IL, donc un stop. Les plus hautes lumières sont alors codées sur 2048 niveaux, la tranche de tonalité suivante 1024, et ainsi de suite. Et quand on va arriver au niveau minimum, on va avoir un codage sur 4 bits. Donc vous voyez que la faiblesse du signal et son codage est alors telle que le bruit va dominer. Dernier point, et là on va passer à une copie de cette image. On pourrait croire que le capteur est capable d'enregistrer l'information de couleur. Il n'en est rien.
le capteur est seulement capable de réceptionner les photons, de les transformer en charge électrique, indépendamment de la longueur d'onde. Cela signifie que l'appareil photo est a priori daltonien. Il ne voit qu'en noir et blanc. L'astuce qui sous-tend cette affirmation consiste à placer au-dessus de chaque photosite une micro-lentille, non pas transparente mais filtrante. Chaque photosite ne reçoit alors que les photons d'une seule couleur. Donc on aura des filtres rouge, vert et bleu. Et ce système de filtrage a été imaginé par Bayer, un ingénieur de chez Kodak. Le réseau de micro-lentilles filtrantes porte ainsi le nom de matrice de Bayer. Au-dessus du capteur, donc, sur le capteur, on a carrément une mosaïque, un damier, qui va être composé de 50% de filtre vert, 25% de filtre rouge, 25% de bleu. Cela signifie que les informations de couleur sont enregistrées de manière incomplète et devront être reconstituées. Cette reconstitution des couches complètes est réalisée soit par le processeur intégré à l'appareil pour produire un JPEG, soit par le logiciel de développement en cas d'enregistrement au format RAW. Que se passe-t-il à la prise de vue? L'appareil enregistre les données brutes dans le fichier RAW, et certaines ne sont pas fixées, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple la balance des blancs. Si vous avez paramétré l'enregistrement d'un JPEG, en revanche, l'appareil applique au fichier RAW une série de réglages que vous avez choisis ou non, balance des blancs, contraste, netteté, réduction du bruit. C'est ce qu'on voit sur le diagramme qui est juste en dessous. Donc on part du fichier RAW, il y a dématrissage et interpolation des vrais pixels, ensuite les réglages qu'on vient de citer pour aboutir à un fichier JPEG ou un fichier TIFF en fonction de la configuration qu'on a définie sur son appareil photo. Pour les fichiers JPEG, certains choix sont faits et sont irréversibles. C'est pas la vérité, mais une interprétation d'un fichier RAW parmi d'autres. Le fichier RAW n'est pas une image. Par exemple, dans une image, la balance des blancs est fixée. Or, dans un fichier RAW, la balance des blancs n'est pas fixée. Vous pouvez avoir une infinité d'images avec des balances de blancs différentes à partir d'un même fichier RAW. Beaucoup d'autres choses ne sont pas fixées. C'est l'ensemble des données brutes, mais pas une image à proprement parler. Inversement, le même fichier dans des logiciels différents s'affichera différemment. Je vous donne l'exemple d'un fichier de retouche d'image, GIMP, qui ne travaille qu'avec les JPEG et ne peut donc pas ouvrir un fichier RAW. Par défaut, à l'ouverture du fichier, le rendu peut être fade, les paramètres appliqués au JPEG par le boîtier ne sont pas encore appliqués. C'est l'idée même du RAW, vous appliquez vos modifications vous-même, c'est vous qui maîtrisez. Alors, on arrive à la conclusion. Les avantages du RAW, premièrement, la profondeur de codage, 12 à 14 bits, au lieu des 8 bits du JPEG. On tire vraiment profit de tout ce qui est enregistré sur le capteur. Les corrections sont non destructives. C'est une simplification des réglages à la prise de vue, puisqu'on n'a pas à se préoccuper de choisir une balance des blancs, un contraste ou un niveau de saturation, puisqu'on va le faire après, au développement. La dynamique est plus importante. On a même le droit à des petites erreurs d'exposition, puisqu'on peut rattraper ça avec un logiciel de développement.
On choisit l'espace de couleur de travail et d'export. La fixation de la balance des blancs se fait au post-traitement. On peut récupérer les hautes lumières et les ombres, dans une certaine mesure. Avec Lightroom, on peut rattraper les ombres et les hautes lumières jusqu'à un IL. Et puis on a la possibilité enfin de réduire le bruit et d'accentuer la netteté, mieux que dans le boîtier. Les désavantages du RAW, les fichiers sont plus gros, ils prennent un peu plus de place que le JPEG. Bon, vous allez être obligé d'investir dans un logiciel payant, donc qui vous coûtera une centaine d'euros, et ça vous prendra plus de temps que de travailler sur un JPEG, mais par contre c'est un vrai plaisir parce que quand vous allez maîtriser l'outil, vous ferez ce que vous voulez de vos photos. Un autre inconvénient, c'est l'impossibilité de disposer d'une image dans l'immédiat, ce que permettent les fichiers JPEG. Mais vous avez la possibilité, avec les boîtiers numériques, la plupart du temps, de shooter en RAW plus JPEG. Alors évidemment, ça prend encore plus de place sur le boîtier. Bon voilà, donc je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai brossé un tableau assez large du RAW et du fonctionnement des capteurs numériques de nos appareils photo. À bientôt.